Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. Et ce matin, nous allons parler Brexit alors que la sortie du Royaume-Uni hors de l'Union européenne a été reportée de 6 mois jusqu'en octobre prochain. Et une question se pose, comment vont réagir les entreprises européennes à ce qui pourrait être une fermeture du marché britannique? Les sénateurs ont auditionné Benoît Potier, PDG d'Air Liquide et à la tête de l'association regroupant les 50 plus grandes entreprises européennes. L'industrie européenne face au Brexit, c'est le thème de cette audition. Mes chers collègues, excusez mon retard, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, au nom du groupe de suivi du Brexit du Sénat, co-présidé par Christian Cambon, représenté aujourd'hui par Pascal Alizard et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette audition. Vous êtes très connus dans la maison, au-delà bien sûr, mais également au-delà dans cette maison, puisque nous avions eu la chance de vous entendre lorsque vous présidiez la table ronde des industriels européens, plus connue sous le nom anglais European Roundtable. Il s'agit d'un groupe d'industriels créé en 1983 qui rassemble les 49 plus grandes entreprises européennes, dont Air Liquide, que vous présidez toujours depuis plus de 10 ans. Il est évident que le Brexit représente un choc important pour les industries européennes. Chaque année, 4,2 millions de poids lourds empruntent le tunnel sous la Manche. Et en 2017, 745 millions de tonnes de marchandises ont transité avec le Royaume-Uni par les ports de la Manche et de la mer du Nord. Des centaines de millions d'euros ont été investis par les industriels européens au Royaume-Uni et de multiples projets d'envergure européens sont engagés sur le sol britannique. Une étude publiée par le Financial Times estime que le Brexit a déjà amputé la croissance de la zone euro de 0,2 points en 2018. Les importations britanniques sont bien moins dynamiques et cela aurait engendré déjà un manque à gagner de 6 milliards d'euros depuis 2016 pour les exportateurs tricolores, selon un économiste de chez Euler Hermès. Notre rencontre intervient au moment où se joue la forme que prendra le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le Conseil européen se réunit aujourd'hui pour décider quelle réponse apporter à la demande britannique de reporter encore le Brexit. Le président de la Commission des Affaires étrangères et moi-même avons adressé hier une lettre au président de la République l'appelant à défendre la plus grande fermeté dans la réponse que les 27 devront, apporter à cette demande de nouveau report. Il semble que les États membres s'acheminent vers l'octroi d'un long report, voulant à tout prix éviter de prendre eux-mêmes la responsabilité d'un Brexit dur, qu'ils n'ont absolument pas voulu, bien évidemment, et dont le coût serait évidemment élevé, notamment pour l'industrie. Dès novembre 2016, vous nous aviez indiqué votre crainte que le Royaume-Uni ne joue la carte de la division. Vous craigniez particulièrement à l'époque qu'il n'engage des négociations sectorielles. Ils ont essayé, mais ça n'a pas forcément marché, loin s'en faut, Dieu merci. Par exemple, en matière d'énergie ou d'automobile, accord sectoriel susceptible de fragiliser le front industriel des 27. Et vous vous inquiétiez du dogmatisme que les 27 risquaient d'opposer au pragmatisme britannique dans ces négociations. Quelques mois plus tard, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? Avez-vous déjà pu observer les effets de court terme du Brexit? Comment se profile la gestion des effets à long terme du Brexit sur les projets engagés en matière d'énergie, de climat, de défense ou de numérique? Voilà, Monsieur le Président, les questions que personnellement je souhaitais vous poser avant de passer la parole au Président Alizard. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je serai très bref. Tout d'abord, vous présenter les excuses du président Cambon qui est parti ce midi pour Gao et une visite au Mali, donc qui m'a demandé de le remplacer cet après-midi. Comme vient de le dire Jean Bizet, le Brexit n'a donc pas eu lieu le 29 mars, mais la situation reste très incertaine et pour les acteurs économiques, ce scénario est probablement le pire des scénarios, celui du saut dans l'inconnu. Et je voudrais vous remercier, Monsieur Potier, d'être présent pour venir à nouveau éclairer notre groupe de suivi sur les implications de cette situation.
nous semble que les industriels britanniques sont très inquiets, les constructeurs automobiles notamment, qui ne cessent d'alerter sur le ralentissement de la production outre-Manche, qui pourrait avoir des conséquences assez dramatiques en termes d'emploi et paradoxalement d'ailleurs dans des régions qui sont celles qui ont le plus voté en faveur du Brexit. En France, le Premier ministre se félicitait récemment de la hausse des investissements en France liés au Brexit, puisque les investissements britanniques en France ont augmenté de 33% l'an dernier. Les opportunités sont évidentes dans le secteur financier. En existe-t-il dans l'industrie ? C'est aussi l'ancien industriel qui vous pose la question. Nos industriels sont-ils prêts, par ailleurs, à faire face aux risques logistiques, à d'éventuelles barrières tarifaires ou non tarifaires ? Qu'en est-il, par exemple, pour une entreprise comme la vôtre, très implantée au Royaume-Uni ? Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée, d'ailleurs, du coût du Brexit pour votre entreprise et éventuellement de mesures prises ou à prendre en conséquence. Et enfin, quelle que soit l'issue de cette douloureuse première phase des négociations, il faudra bientôt passer à la seconde. Ce n'est pas exactement quand, la négociation sur la relation future. Et il est certainement temps de voir un peu plus loin que des échéances incertaines du Brexit, de penser l'Europe de demain, une Europe qui serait privée d'un de ses poids lourds économiques et industriels. Que pensez-vous de l'avenir de nos programmes en commun, de la politique industrielle européenne après ce retrait britannique ? Voilà, je vous remercie de vos éclairages sur ces sujets et je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci à tous et c'est évidemment un plaisir, un honneur de revenir pour parler de ce même sujet. Alors, on pensait peut-être tous que ce sujet serait derrière nous et qu'on pourrait passer à une phase ultérieure et malheureusement, ça n'est pas le cas. Ce que je vais faire dans un premier temps, si vous le voulez bien, c'est vous donner un petit peu le contexte dans lequel nous avons vu se dérouler ce film, puisque nous avons été, quand je dis nous, c'est un certain nombre d'industriels français et c'est effectivement les industriels de la table ronde européenne. Nous avons été en partie dans l'ombre un peu acteurs des discussions et puis le moment est pratiquement maintenant depuis quelques semaines voire quelques mois venu où nous ne sommes plus dans le jeu puisque le jeu est essentiellement politique et que finalement tout ce que nous avions à dire en tant qu'industriels a été dit, d'ailleurs écouté et apprécié de part et d'autre de l'équipe de négociation. Donc, j'avais effectivement, au cours de la dernière audition, attiré l'attention sur les risques que nous voyons finalement apparaître comme très fragmentés. Je crois que l'histoire a démontré qu'on ne l'a pas été et que ça a été une excellente chose. Je pense que c'est une démonstration pour l'Europe que l'Europe est beaucoup plus forte quand elle est unie et je pense qu'avoir réussi à trouver une unité sur ce sujet très compliqué est quand même au bout du compte un effet positif de cette crise. On a réussi à négocier dans des bonnes conditions, au moins sur l'approche. Après le résultat, nous verrons. Nous avons en fait un certain nombre d'industriels, nous avons eu des discussions au cours de l'année dernière, début d'année et également à la fois avec le gouvernement britannique et avec la Commission. C'est-à-dire que nous avons plusieurs délégations qui sont allées rencontrer d'abord David Davis et ses équipes par deux fois. J'ai dirigé, puisque j'étais encore l'année dernière président de l'ERT, donc j'ai dirigé une de ces délégations, c'était la première. Et puis ensuite, j'ai passé la main, donc c'est mon successeur qui a pris le relais. Nous sommes allés travailler avec le gouvernement britannique pour, à chaque fois, donner des faits sur l'impact potentiel du Brexit sur les entreprises. Alors, nous avons en fait beaucoup insisté sur les ruptures de chaînes d'approvisionnement et ses conséquences. C'est vrai que avoir des camions qui attendent à la frontière physiquement, c'est à court terme évidemment un problème, mais à moyen long terme, c'est un véritable bouleversement dans l'organisation et l'optimisation des chaînes en fait. Une chaîne, c'est pas une seule société, c'est un ensemble de sociétés
qui produisent dans différentes parties du monde, qui se réunissent à un certain moment dans un pays pour éventuellement faire une étape de la transformation industrielle et puis qui ensuite réexportent cet ensemble dans un autre pays encore. Or, tout est organisé comme ça aujourd'hui dans l'Europe et la rupture avec le Royaume-Uni signifierait en fait désoptimiser une grande partie de ces chaînes. Et c'est vraiment sur ce sujet-là qu'on a attiré l'attention du gouvernement britannique qui ne réalisait pas nécessairement dans le détail ce que cela pouvait signifier. Alors on a utilisé un certain nombre d'industries, on a utilisé l'industrie automobile, puisque dans la délégation, il y avait le président et directeur général de BMW, qui est très fortement impliqué en Royaume-Uni, et qui a expliqué que faire des voitures au Royaume-Uni pour BM, à partir du moment où on ne pouvait plus exporter ou importer les pièces détachées, c'était extrêmement problématique. Deuxième industrie, c'était la pharmacie. C'est qu'en fait, il y a des industries de la pharmacie qui produisent certains médicaments uniquement au Royaume-Uni et que donc arrêter ces chaînes-là, c'était éventuellement mettre en danger la vie de patients sur le continent. Bon, ça a été à chaque fois documenté, illustré et bien sûr, je crois, assez bien accepté. Troisième élément intéressant aussi de discussion, c'est l'énergie. En fait, l'énergie est quand même intégrée, même si elle est de souveraineté nationale. Les accords et les interconnexions font qu'une partie de l'énergie française est exportée vers le Royaume-Uni, mais on a aussi une partie de l'énergie du Royaume-Uni qui est exportée vers l'Irlande. Et donc, le problème de la frontière irlandaise rendait en fait le problème de l'énergie au sein même du Royaume-Uni très très problématique. Et là, c'était un professionnel de l'énergie britannique qui s'adressait à son propre gouvernement pour lui faire réaliser que ça créerait même des problèmes immédiats et directs. Bon, je crois qu'on a été très bien écoutés. Pour autant, le résultat n'a pas été au rendez-vous. On a eu une deuxième série de réunions à l'automne et en début d'année avec Theresa May elle-même qui a souhaité revoir une délégation de l'ERT. Donc nous avons eu 2 réunions et une conférence call où nous avons en fait redit qu'il était important et urgent de trouver un accord et on a remis un petit peu en évidence les conséquences, parliez d'impact, et surtout l'état de préparation et des décisions que les entreprises étaient en train de prendre, nous étions en janvier, pour je dirais, assurer la continuité dans l'absence d'une direction aussi bien européenne que britannique. Donc elle a écouté avec beaucoup d'attention et nous avions eu également en janvier un colloque franco-britannique, comme nous en avons un tous les ans, qui est très utile puisqu'on a à la fois des politiques et des industriels français et britanniques qui se réunissent pendant 2 jours pour débattre. Et donc nous avons cette année débattu essentiellement du Brexit. Nous avons, le Premier ministre est venu d'ailleurs un des soirs, et le deuxième soir, nous avons en fait débattu entre nous et fait un jeu de rôle avec les députés britanniques qui sont le plus en pointe sur le sujet, sorte de répétition générale du Parlement britannique pour dire, écoutez, présentez vos cas, et puis le lendemain matin, on fait voter les Français sur la suite. Et en fait, tout le débat a été autour du timing et du report. Et en fait, la position des députés britanniques, pour certains, était de dire qu'il faut absolument arriver à un report. Et pour les autres, mais pourquoi un report? À quoi servira le report? Bon, nous sommes restés dans l'interrogation la plus absolue pour savoir si effectivement il pouvait se dégager une solution. Tout ça, ça veut dire quoi? Tout ça, ça veut dire qu'en fait, le monde industriel aujourd'hui a fait à peu près le maximum pour informer les 2 parties. J'oublie de dire que, bien évidemment, nous avons vu Michel Barnier et tenu Michel Barnier parfaitement au courant de ce que nous disions, puisque ce sont des faits que l'on reproduit de part et d'autre. Donc il y avait absolument une transparence totale. Alors, ce qui est important, je pense qu'il faut que je dise sur le Brexit, c'est que depuis... compte tenu de l'incapacité politique intérieure du Royaume-Uni
de trouver en fait une solution de sortie, au moins à l'accord de divorce. En fait, les industriels ont commencé à prendre des positions. Alors, vous avez vu toutes les annonces qui ont été faites par la finance, si je ne suis pas dans ce secteur-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans l'industrie automobile, dans l'industrie de la technologie, les industriels ont déjà pris des décisions de fermer des usines. Donc, vous aviez vu la décision de Honda de fermer sa grande usine du sud-ouest de l'Angleterre avec 8 000 ou 10 000 suppressions d'emplois, qui est intéressante aussi puisque c'est l'industrie automobile et c'est une industrie qui est actuellement en crise pour d'autres raisons, qui sont beaucoup plus des raisons de long terme. Donc c'est vrai que quand on combine la stratégie d'une industrie comme celle de l'automobile à long terme avec des difficultés extrêmes à court terme, on aboutit immédiatement à des fermetures d'usines. Deuxième information, et là c'est une information qui n'a pas été rendue publique, donc je ne peux pas moi-même la rendre publique, mais un autre industriel européen, membre de l'ERT, nous a dit qu'il avait aussi décidé de fermer ses usines et de réorienter. Dans quelle filière ? Technologique. Donc fabrication de produits technologiques, donc de fermer et de rapatrier ça sur le continent. Donc ce que l'on peut dire, c'est que dans l'absence de perspective, même de perspective, on pensait que le 29 mars était une date butoir, puis le 12 avril, puis fin mai, maintenant on parle éventuellement d'un report d'un an. C'est-à-dire qu'en fait nous sommes maintenant obligés de prendre nos décisions un peu à l'aveugle, et que donc l'industrie est en train de se réorganiser vers le continent. Donc je pense que c'est l'élément le plus... Donc nous allons plutôt assister en spectateur et moins en acteur à la suite du déroulement des événements, puisque ça échappe complètement à toute décision rationnelle aujourd'hui de type industriel. Alors, je ne vois pas vraiment d'autres choses à dire sur le Brexit. Les impacts pour les différents industriels sont extrêmement variés. À titre personnel, pour Air Liquide, en fait, nous avons une activité très locale qui est, à l'échelle du groupe, relativement modeste, parce que nous sommes rentrés en Angleterre très tardivement, après 100 ans d'existence, donc on est un petit acteur encore en Angleterre. Nous sommes dans la santé, donc nous n'attendons pas de conséquences du fait de la santé. Par contre, nous sommes un petit peu dans l'industrie. Nous avons une usine qui est en train d'être renouvelée. Nous avons des technologies très nouvelles que nous testons sur le pays, au Royaume-Uni, qui était le meilleur pays pour le test, que nous allons probablement poursuivre. Nous nous sommes organisés pour faire 4 mois de stock d'ores et déjà en Angleterre. Donc nous avons amené des produits qui sont... Donc il y a déjà un coût. Le coût est relativement faible. C'est un coût de constitution de stock. Mais nous attendions à avoir une période de crise à partir de fin mars qui n'aura pas lieu. Donc bon, on va épuiser les stocks. Donc on s'est vraiment préparé à un no deal, en fait. Et toute la stratégie, je pense, de toutes les entreprises a été de se préparer pour le pire. On n'est pas dans le pire, mais on n'est pas non plus vraiment mieux que le pire, puisqu'on ne sait rien. On ne sait absolument rien, et bon, on pourra en parler si vous voulez, mais finalement, on s'est très bien organisé. Il n'y aura pas à court terme de sortie dure, au moins dans les semaines qui viennent, donc on fait face à la continuité, mais on peut dire que toutes les décisions un peu long terme d'investissement, alors qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme Air Liquide ? On ne va pas se précipiter pour aller mettre des centaines de millions de livres ou d'euros en Angleterre avant qu'on y voit un peu plus clair. Donc de toute façon, on repoussera. On ne situera pas de centre de développement d'innovation ou de technologie à Londres. À un moment, on avait éventuellement envisagé d'aller tester un peu les start-up de l'écosystème britannique qui sont très dynamiques, soit à Oxford, Cambridge ou à Londres. Bon, on sera plutôt à rester sur le continent et à se développer à partir de l'Europe. Donc en fait, on est en train de bâtir progressivement une stratégie hors UK. Et si le UK reste dans l'Europe, bon, ce sera assez facile d'aménager.
Et s'il sort, on aura pris les bonnes positions. En termes financiers, on avait évidemment beaucoup de flux qui transitaient par le Royaume-Uni. Donc ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé à rapatrier un certain nombre d'activités financières qui étaient à Londres sur la place de Paris, d'Amsterdam ou de Francfort, selon que les acteurs leaders dans ces domaines sont sur une des 3 places. Donc là aussi, pour opérer en fait d'un point de vue d'un groupe comme Air Liquide, on s'est organisé. Donc voilà un petit peu l'état de la nation en matière de Brexit. Je voudrais quand même en profiter avant de commencer le débat pour dire que finalement, donc, quand on voit ça par l'œil de l'Europe, on se dit mais ça ne fait que renforcer la nécessité de rebâtir vite une Europe forte, compétitive, innovante. Après tout, avec ou sans les Anglais, nous avons beaucoup de problèmes à résoudre par nous-mêmes. Et si le Brexit est un réveil assez fort, je pense que l'attention stratégique des sociétés qui sont sur le continent aujourd'hui n'est pas sur le Brexit, n'est plus sur le Brexit, mais elle est beaucoup plus sur la construction de l'Europe. Donc nous nous sommes en fait reposé la question au niveau de l'ERT finalement quel est le message qu'on voudrait adresser à la fois aux leaders européens, à la Commission, à un moment où les élections européennes vont avoir lieu, une nouvelle Commission va être mise en place. Et donc on a fait ce travail. Ce travail sera rendu public d'ici une dizaine de jours. Je peux en extraire quelques-uns des éléments. C'est le président de l'ERT qui prendra la parole publiquement. Mais ce que je pense, c'est peut-être en quelques minutes vous donner quelques éléments. D'abord, la première réflexion qu'on s'est faite, c'est que nous avons fait collectivement un mauvais marketing de l'image de l'Europe et des accomplissements de l'Europe. Donc il faut que, première tâche à faire, c'est de reparler positivement de l'Europe et de montrer tout ce que nous avons fait. Alors on en a fait la longue liste, on a en fait réussi à maintenir une zone économique qui est la première, en paix, avec quand même une prospérité, des progrès qui ont été notables, une démocratie, un cadre légal qui est quand même un cadre de premier plan, qui est une référence, pour 19 pays de l'Europe, une monnaie, qui est quand même une monnaie de référence pour une 60aine de pays dans le monde, qui ont plus ou moins lié leur monnaie à l'euro. Nous avons pris des initiatives sur le climat, c'est quand même à Paris que s'est fait la conférence sur le climat. Bon, voilà, on a fait une liste non exhaustive d'un certain nombre de points sur lesquels on est prêts, nous, industriels et entreprises européennes, à être beaucoup plus vocaux, parce que je pense qu'on a besoin de vendre ça à nos citoyens. C'est le premier constat. Le deuxième, c'est de se dire finalement, qu'a-t-on devant nous ? Eh bien, nous avons devant nous autant de menaces que d'opportunités. Et si nous ne faisons rien, nous risquons de voir simplement les opportunités s'atténuer et les menaces grossir. Bon, dans les menaces, c'est sûr que le système mondial, qui était un système de droit dans lequel, basé en tout cas pour nous sur l'OMC et sur un certain nombre de règles, est aujourd'hui battu en brèche, c'est quand même très inquiétant. Assister à un combat entre la Chine et les États-Unis au détriment de l'Europe est démoralisant à l'extrême et non justifié. Donc nous sommes en fait convaincus qu'il est temps de parler et il est temps de reconstruire en fait une Europe beaucoup plus forte, une Europe compétitive évidemment, et une Europe ouverte. Il ne s'agit pas de fermer l'Europe, mais il s'agit de l'ouvrir. Alors on est prêt, je vais assez vite, on est prêt à prendre un certain nombre d'engagements que l'on va rendre publics. Nous, vous avez dit 49, en fait on est même plus que ça, on doit être 57 entreprises actuellement, mais bon, ça fluctue un peu au gré des arrivées et des départs, qui touchent d'abord aux investissements. Donc on est prêt à prendre des engagements en matière d'investissement. Il faut savoir tous ensemble, on représente à peu près 50 milliards d'euros de recherche par an en Europe. Nous, les industriels de l'ORT. Donc c'est très significatif. On est prêt en fait à faire plus, à condition que l'environnement
autour de l'innovation soit favorable. Alors, sans rentrer dans les détails, mais il y a des discussions qui peuvent avoir lieu et on sait bien où on en est. Le deuxième point, ça touche en fait à la création de valeur pour la société. Je pense que les entreprises, c'est un grand débat en France, je pense que les entreprises ont ce devoir, ne pas uniquement de regarder le monde par le prisme économique, mais également de s'élargir un tout petit peu et de se dire qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour les citoyens européens, et notamment la diversité au sens très large, notamment la création de sens. On a un grand débat en France sur ces sujets-là, sur l'entreprise, qu'est le sens de l'entreprise. Mais je pense que les industriels en Europe sont prêts à aller beaucoup plus loin et à promouvoir l'inclusion et la diversité dans leur stratégie, pas seulement dans le discours. On a évidemment un énorme défi sur la transformation digitale qui consiste non plus à en parler, mais à faire, c'est-à-dire à la faire se mettre en œuvre, se mettre en place, et à traiter tous les sujets, que ce soit des sujets d'éducation, des sujets de protection, de cybersécurité, et également on est prêt à aller beaucoup plus loin dans l'échange des meilleures pratiques. On l'a fait d'ailleurs entre nous, quand on a vu arriver les virus et les attaques récentes, nous avons créé immédiatement un groupe entre nous, des spécialistes des systèmes d'information. D'ailleurs, Laurent, à l'époque, était de la partie. Et nous avons immédiatement échangé les meilleures pratiques avec tous les industriels de l'ERT pour se dire qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que l'on peut faire. Donc on est capable, en fait, d'avoir une puissance de réaction et d'action qui est très importante. Il y a tout ce qui concerne les compétences, donc tout ce qui concerne l'éducation, et là-dessus on est prêt à faire des partenariats pour l'éducation à long terme, mais également pour l'apprentissage. Nous testons des formules. Je peux vous en donner un exemple puisque c'est Air Liquide qui est à la manœuvre. Nous essayons de regarder comment est-ce qu'on pourrait beaucoup plus étendre Erasmus, non plus à des élèves ou des étudiants des systèmes le plus haut, mais également à des gens qui sont pré-bac. C'est-à-dire, en fait, à se dire, mais si ça marche si bien, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus? Alors, la Commission européenne a des programmes. Ce que nous faisons, nous, les entreprises, c'est que nous essayons d'échanger nos apprentis ou nos employés, dans un premier temps, entre sociétés et entre pays. Et on a mis en place avec les Allemands, essentiellement, en fait, Air Liquide et BASF ont pris une initiative d'échanger des salariés et de voir comment on pouvait finalement en tirer parti. On a ouvert ça, évidemment. On a d'autres entreprises non françaises qui se sont joints au programme. Donc, les entreprises, en fait, peuvent jouer un rôle qui n'est pas exploité aujourd'hui. On peut jouer le rôle des universités, d'une certaine façon, dans l'industrie et dans l'emploi. C'est une toute nouvelle approche. Oui, mais c'est pas très compliqué. Séduisante, oui. Et en fait, le but, c'est pas dans un premier temps, c'est d'identifier les obstacles, d'essayer d'apporter des réponses à ces obstacles, et de proposer aux États de se mettre d'accord sur des solutions communes, et ensuite de les mettre en œuvre. L'idée, c'est pas de faire 10 stagiaires ou 100 stagiaires, c'est d'identifier tout ce qui bloque, et ensuite d'en faire 100 000 ou 500 000. Évidemment, le commerce est un sujet évidemment fondamental, et puis tout ce qui touche à la transition énergétique. Donc sur ces 6 engagements, nous sommes prêts en fait à rendre public l'accord que nous avons au niveau de l'ERT. Et puis bien sûr, il y a une sorte de contrepartie, c'est de dire mais si nous sommes prêts à faire ça, dans quel contexte on est prêt à le faire? Eh bien, c'est de rappeler les priorités aux États membres et aux institutions de l'Europe. Et il y a évidemment le marché commun, la compétitivité, et ce que l'on dit habituellement, mais sur lequel on a un petit peu réfléchi. Donc sur tout ça, nous allons revenir dans les semaines qui viennent pour pouvoir en fait accompagner les élections européennes. Je vais m'arrêter là, puisque sinon je serai trop long. Merci, Monsieur le Président, pour avoir défriché, au-delà du Brexit, un certain nombre de rendez-vous particulièrement pertinents, notamment en matière d'éducation, notamment en matière d'attente
sociétales et des entreprises qui s'engagent, et pas n'importe lesquelles, puisque ce sont les 57 plus grandes entreprises européennes. Joël Garriaud-Mellam, puis Ronan Le Gleut. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier, moi aussi, pour vos informations, votre engagement, votre lucidité aussi, quand vous parlez des échecs de l'Union européenne en matière de communication, mais aussi votre volontarisme. C'est un volontarisme que nous partageons, bien sûr, ici. Nous voulons réformer l'Europe, nous voulons qu'elle s'adapte aux défis de demain, et en particulier ceux causés par le Brexit. Et je voudrais vous poser une question un petit peu spécifique sur justement cet éventuel report d'une année. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, en particulier au Royaume-Uni, pays que je connais bien, vous le savez, et il y a eu une étude du Cercle d'Outre-Manche qui disait que si 31% des entreprises ne croyaient pas au no deal, par contre, près de 42% étaient extrêmement inquiets, ne voulaient plus investir au Royaume-Uni. Mais cette question donc à propos de ce délai d'un an, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, parce que nous savons bien sûr que l'incertitude est crainte par quasiment toutes les entreprises. Il y a eu cette démarche qui a été faite. Et voilà, en tant que responsable industriel, économique, il me paraîtrait intéressant de savoir, sans langue de bois, comme vous savez, ne pas l'avoir, si vous pensez que c'est effectivement une mauvaise solution, s'il vaudrait mieux, comme beaucoup d'entre nous le pensent, avoir une décision beaucoup plus rapide, mais quelles seraient les conséquences pour vous, éventuellement, de cette prolongation ou, au contraire, d'une décision beaucoup plus rapide? Parce que je m'inquiète aussi de l'impact que notre décision pourrait peut-être avoir aussi sur les Britanniques. N'oublions pas que la Grande-Bretagne est quand même notre premier excédent commercial. Nous avons des liens très importants économiques avec le pays. Et donc voilà, je ne voudrais pas que l'on retrouve dans la presse britannique certains articles que nous avons pu y lire sur l'hostilité des Français à leur égard. On est habitué au French bashing, mais autant ne pas nous donner des bâtons pour nous faire battre. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais vous interroger sur le niveau d'inquiétude, parce que votre propos était extrêmement factuel et j'ai du mal à savoir quel est le niveau d'inquiétude. C'est-à-dire, vous avez fait part de votre satisfaction à avoir été entendu. Vous estimez avoir eu le temps et les opportunités suffisantes pour pouvoir porter le message des industriels. Et ça, il faut le saluer, c'est une étape importante. Néanmoins, ce qui compte, c'est le résultat. Et le fait d'avoir été entendu peut donner évidemment satisfaction, mais tant qu'on n'a pas le résultat final, il faut vraiment voir si le fait d'avoir été entendu donne des conclusions qui, elles, sont satisfaisantes. Et par ailleurs, il y a des éléments contradictoires. Le président Bizet l'a rappelé, moins 0,2% de PIB en Europe en 2018, évaluation de l'impact du Brexit. Et puis, le Premier ministre qui se félicite que plus 33% d'investissement britannique ait eu lieu en France la même année. Donc, on a des informations qui peuvent paraître a priori contradictoires. Enfin voilà, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu la question de la... je pense que les Britanniques diraient de big picture, c'est-à-dire quel est véritablement le niveau d'inquiétude. Je vous remercie. Autre question pour le moment. J'en garde deux pour moi tout à l'heure. Alors, donc je vais prendre la première. Le report d'un an. En fait, pour être très honnête et très transparent, un an, ça n'est rien pour un industriel. Aucune décision significative, stratégique, significative, ne trouve en fait de réponse à un an. Si on disait 5 ans, là on pourrait dire on a un cycle d'investissement, c'est-à-dire d'engagement aussi bien d'investissement physique, usine ou activité, mais également humain, c'est-à-dire recrutement, c'est-à-dire création d'emplois, etc., ne se juge sur un an. Donc,
je pense être à peu près représentatif des industries au sens large. Je pense que le report d'1 an n'est rien d'autre qu'une mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, ça prolonge l'incertitude sans apporter aucun élément je dirais, positif. Puisque le problème semble être totalement politique et totalement politique interne. Il n'y a rien que nous puissions faire maintenant, et vous l'avez rappelé, c'est vrai qu'on a été entendu, mais je pense que on a pris en compte vraiment les impacts, mais tous ces arguments n'ont pas suffisamment pesé au sein du débat interne britannique pour pouvoir faire en sorte qu'ils disent bon, l'impact est trop important, donc on va se décider. Donc moi, j'ai le sentiment qu'1 an ne sert à rien. C'est un peu brutal, mais au moins ça a l'avantage de la clarté. Vous avez mentionné le rôle de la France. Et j'avais été quand même frappé au cours du conference call qu'on avait vu avec Theresa May, puisqu'on s'était organisé avec une prise de parole par le président de l'ERT, puis 3 témoignages de 3 pays différents. Il y avait l'Allemagne, il y avait la France et l'Espagne. 3 industries différentes. Dans la conversation, la Première ministre avait quand même dit que la France avait elle avait tourné ça de façon un peu diplomatique, mais qu'elle attachait quand même de l'importance à la position de la France. En fait, que la position de la France était capable d'orienter dans un sens ou dans un autre. Non pas que c'était seulement nous, mais qu'on avait quand même une voix relativement importante. Donc je pense que du point de vue de ce que nous faisons et de ce que nous disons, il est important de prendre en compte cet élément-là, que j'avais d'ailleurs relaté à l'Élysée en disant ça me semble être un élément important à connaître. Et au-delà de ça, il y a aussi une autre caractéristique dont on ne parle pas, c'est que les coopérations franco-britanniques qui existent dans le domaine de l'énergie ou de la défense sont très importantes et très valorisées de part et d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'imagine que l'on mette fin aux coopérations assez anciennes et très utiles. Donc il y a tout un jeu de contradictions qui opéreront, je ne sais pas trop comment, mais qui feront qu'en fait, une fois qu'on aura passé cette étape politique, il y aura quand même assez vite, à mon avis, des éléments de confort qui seront faits pour dire mais on ne changera rien à ça. Enfin, il y a 18 000 textes de loi à réécrire. Hein. Donc sur les 18 000, j'imagine que les Britanniques vont en prendre 100 et dire ces 100 premiers sont absolument indispensables. Donc sur ces 100 thèmes-là, on va continuer à appliquer les règles de l'Europe. Et les règles britanniques sont calquées sur les règles de l'Europe aujourd'hui. Et je pense que quand on aura cette visibilité-là, on pourra commencer à se dire, industriellement et stratégiquement, voilà comment on peut reprendre pied au Royaume-Uni. Tant qu'on est dans ces incertitudes, on raisonne hors Royaume-Uni. Alors un autre élément, et j'en ai fini, tous les industriels de l'ERT, y compris les Britanniques, puisque nous avons des Britanniques dans la table ronde, considèrent que les priorités ne sont plus dans le Brexit. Nous sommes en fait nous passons beaucoup plus de temps à parler de l'Europe et à la construction de l'Europe que du Brexit. Et donc ça, c'est quand même un signe aussi. Évidemment, les Anglais sont très sensibles, mais dans les discussions, ils sont en fait, ils sont très européens et ils envisagent l'Europe. D'autant que, et vous aurez peut-être des questions, mais que en fait, la menace est américaine et chinoise. Et si on relie cet élément-là au Royaume-Uni, évidemment, ce que l'on craint, c'est que les États-Unis soient out of control, pour le dire in English, incontrôlables. Bon, mais surtout que la Chine continue à avancer ses pions et sa route de la soie en utilisant chaque pays européen les uns après les autres pour y placer des pions et clairement établir les relais. C'est les relais postaux d'autrefois. On met un relais dans chaque pays sur un domaine précis. Et une fois qu'on a ça, la route, elle se trace. Donc on a l'exemple de la Grèce et du Portugal. Et on a eu l'exemple d'une attitude des deux pays dans les décisions européennes qui commençait à être un petit peu influencée par la route de la soie. Le plus récent, c'est l'Italie,
Si le Royaume-Uni est pris comme tête de pont de la route de la soie par les Chinois dans le futur, là on commence à avoir une grosse inquiétude sur la stratégie de l'Europe. Et c'est là que se posent en fait toutes les questions de bâtir une stratégie industrielle européenne qui ne soit pas une stratégie de protection de fermeture des frontières, mais qui soit une vraie stratégie industrielle. Comment pourrait-on qualifier aujourd'hui, en quelques mots, la stratégie industrielle de l'Europe? Je pense qu'on n'y arriverait pas. Personne ne serait capable en Europe de mettre des mots pour dire, mais si, c'est simple, la stratégie, c'est ça. La fragmentation, en fait, nous tue. Et donc, c'est ça, si vous voulez, donc 1 an dans tout ça, ça ne pèse rien. Alors, c'est vrai que je réponds un peu à côté, mais je réponds à côté parce que je pense que c'est vraiment ce sont les préoccupations des industriels. Alors, sur votre question, j'ai un petit peu commencé à l'aborder. Je pense que le niveau d'inquiétude est élevé, moins par le fait du Brexit que par ce qu'il implique, c'est-à-dire un point de faiblesse chez un grand pays européen dans un contexte de guerre commerciale potentielle qui est quand même très préoccupante. Et qui est un peu incessante. Enfin, les derniers développements sur Airbus, la séquence telle qu'on a pu la lire, nous, en tant qu'industriels, encore une fois, des incidents du Boeing, du conflit d'intérêts potentiel, des autorisations des nouveaux Boeing par une sous-traitance de l'autorisation de l'aviation américaine chez Boeing, et des difficultés que, évidemment, on regrette tous, puisqu'elles ont conduit à des accidents, mais dans un timing relativement proche, une menace de 11 milliards de représailles commerciales sur Airbus, on ne peut pas s'empêcher de voir tout ça dans une séquence. Donc ça, c'est quand même très inquiétant du côté américain, parce que c'est un peu imprévisible, et c'est répétitif. Et de l'autre côté, on a une Chine qui, elle, est au contraire extrêmement lisible, puisqu'on comprend la stratégie qui, d'ailleurs, passe par l'Europe pour aller vers l'Afrique, en fait. Donc c'est l'accès aux ressources, c'est d'un côté l'accès aux ressources, et de l'autre côté l'accès au marché européen, qui est finalement l'aboutissement de la route de la soie. Il se trouve qu'on voyage tous beaucoup. J'étais en Asie assez récemment, dans un forum purement asiatique, où en fait on était au Myanmar et en fait la Chine fait passer sa route par le Myanmar, et donc il y a une deuxième ville, Rangoon, qui est en cours d'investissement par des capitaux chinois, et donc on voit de l'intérieur comment tout ça se déroule. Donc en fait c'est ça l'inquiétude, si vous voulez. C'est moins le Brexit en soi que la situation géopolitique et ses conséquences en matière de stratégie. Et si personne ne me pose la question, assurez-vous qu'avant que je m'en aille, je parle 2 minutes de concurrence et de politique de concurrence en Europe, parce que c'est un élément tout à fait fondamental de ce qui s'est passé et continue de se passer, qui, à mon avis, est une énorme faiblesse de l'Europe. Merci, Monsieur le Président. Avant que mes collègues imaginent d'autres questions, voir le Président Lisa, moi je voulais vous en poser 2 ou 3. Tout d'abord, le groupe de suivi qui vous reçoit aujourd'hui, constitué donc de membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et de la Commission des Affaires européennes, a également dans son cahier des charges, si je puis dire, la refondation de l'Union. Donc là aussi, il nous tarde de tourner la page du Brexit pour passer, j'oserais dire, à autre chose. Je n'allais pas dire aux choses sérieuses, mais à autre chose. Et puis nous avons un prochain rendez-vous qui est celui de l'Union européenne, à Sibiu, le 9 mai prochain. Alors nous serons très intéressés, le moment venu, le moment où votre document de ERT pourra être rendu public, pour voir quelle est votre vision vue des 57 plus grands chefs d'entreprise de l'Union. Ça nous intéresse énormément. Alors moi, ma première question, vous avez parlé d'Europe ouverte. Alors, est-ce que derrière ce vocable Europe ouverte, est-ce que l'on peut imaginer que vous pensez une Europe à plusieurs vitesses, à plusieurs cercles? Parce que, de toute façon, quelle que soit
la date de sortie, la Grande-Bretagne restera un partenaire à quelques miles d'encablure des côtes, je dirais, de Normandie. Et il faudra bien avoir des rapports avec eux, que nous espérons les moins ambigus possibles au travers d'accords sectoriels, d'accords bilatéraux. Avez-vous déjà réfléchi à cette Europe ouverte telle que vous l'évoquez? Vous avez évoqué la problématique de la route de la soie. Le spécialiste est à mes côtés, puisque Pascal Alizard a fait un gros rapport sur le sujet. Et j'étais avec le président Larcher hier et avant-hier à Vienne. Et on sent très bien que tous ces pays des Balkans sont dans une zone d'influence à la fois de la Russie et à la fois de la Chine. Et il faudra bien là aussi que l'Union européenne ait une véritable stratégie. Doit-on continuer à distribuer des fonds de cohésion d'un côté, avec les règles européennes et les valeurs européennes, et de l'autre côté, à avoir un empire du milieu qui s'affranchit de tout cela? Les valeurs européennes ne sont pas, je dirais, aussi facilement extensibles. Enfin, la troisième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'au travers du Brexit, l'industrie qui a été créée au Royaume-Uni, essentiellement dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile, de l'industrie du médicament, basée essentiellement sur un tunnel, n'avoue pas aujourd'hui sa grande fragilité? Et est-ce que l'avenir demain de l'industrie sous toutes ses déclinaisons en Grande-Bretagne est durablement fragilisé, alors qu'on sait très bien leur excellence en beaucoup de domaines, leur excellence, je parle au-delà du secteur financier. Puis dernière question, ça fait beaucoup de questions, mais je garde la concurrence, Pascal, parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, parce qu'on avait fait des propositions. Le multilatéralisme est en crise, les Américains font tout ce qu'ils peuvent pour, je dirais, casser le dernier bel outil qu'est l'organe de règlement des différends. Vous voyez l'avenir comment, vous, de votre côté? Parce que il est vrai que l'Union européenne et le Japon, là-dessus, sur cette question précise, ont fait des propositions, mais face à quelqu'un qui est complètement sourd, parce qu'il ne veut voir dans les rapports économiques que les rapports de force, que le bilatéralisme, comment se situent les entreprises de la taille d'Air Liquide? J'essaie de couvrir tous les points. L'Europe ouverte, au départ, nous voyons évidemment un grand bénéfice à la circulation des biens, des capitaux et des personnes, au sein de l'Europe évidemment, mais également à l'extérieur. Nous sommes convaincus qu'en fait les effets de la globalisation ont été largement positifs, sous-communiqués, mais largement positifs. Donc il n'est pas question de fermer les frontières de l'Europe et commencer à protéger l'Europe. Donc c'est pour ça que le mot ouvert est important, parce qu'il signifie simplement qu'on est plutôt à essayer de trouver un monde dans lequel les grandes plateformes économiques du monde peuvent faire du commerce de la meilleure façon possible, avec des règles du jeu communes, avec un level playing field qu'on appelle de nos voeux, et qui est quand même assez difficile à obtenir. Donc oui à l'ouverture, mais non à la naïveté. Et c'est un peu ça le sujet, c'est-à-dire qu'on peut être ouvert si on est assez fort et qu'on sait bien où on veut aller. Et c'est ce qui nous manque. Donc on ne peut pas dire qu'on veut être fermé parce qu'on ne sait pas où on va. Il faut mieux définir où on veut aller et affirmer qu'on est ouvert et jouer les règles du jeu. Donc c'est vraiment l'état d'esprit des industriels européens. Si pour cela il faut aller à plusieurs vitesses, s'il faut revoir les règles de l'Europe, moi j'ai pas vu d'industriels. Alors c'est vrai que l'European Roundtable est quand même un groupe de personnes qui sont convaincues par l'Europe, sinon ils ne seraient pas là. Mais aucun des membres ne cherche à se renfermer dans les règles. Au contraire, en fait, je pense qu'il est temps de remettre un certain nombre de règles sur la table et de les repréciser. S'il fallait faire définir une méthode pour avoir plusieurs vitesses sur plusieurs sujets différents, ce ne sont pas les industriels qui se mettraient en travers du chemin. Je pense que ça, c'est une conviction. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain pragmatisme qui est présent et qui fait qu'on préfère
à la limite faire une ou deux petites erreurs à corriger derrière plutôt que d'être figé là où on est. Donc plusieurs vitesses, pas de problème. Le Royaume-Uni restera un partenaire, vous avez absolument raison. Nous continuerons tous à avoir des opérations au Royaume-Uni, comme on en a dans tous les pays du monde. Air Liquide est présent dans 85 pays et il n'y a pas 85 pays dans l'Europe. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on continuera à faire du business au Royaume-Uni. Donc il faut savoir définir effectivement peut-être des périmètres dans lesquels on a un certain nombre d'accords. Alors, dans notre fameux colloque franco-britannique, on a demandé aux Anglais de s'exprimer sur le modèle suédois, le modèle suisse, le modèle norvégien, le modèle canadien, etc. Bon, à l'époque, janvier, ils utilisaient ces différents modèles en cherry picking, en disant oui, ça c'est pas mal, ça c'est bien, mais il n'y avait pas une volonté de redéfinir un nouveau modèle britannique. C'est peut-être à ça qu'on arrivera, mais du côté des industriels, je pense qu'on est tout à fait ouvert à être plus flexible dans les règles internes de définition de l'Europe, à condition qu'on sache définir où on veut aller et on arrive à faire en sorte que les grands acteurs mondiaux, essentiellement États-Unis, Chine et Japon, jouent le jeu. Alors on a en tant que RT écrit récemment une petite tribune, c'est un des présidents du groupe de travail de l'ERT qui l'a signé et qui a été co-signé par la Business Roundtable américaine, l'ERT et le Keidanren japonais. Donc qui était en fait un appel au trilatéralisme et notamment à l'initiative des ministres du Commerce de dire vous devez vous emparer du sujet et vous devez en fait commencer le travail de refondation un petit peu de l'OMC. Mais nous croyons, nous, les organisations de business de ces trois zones, à l'ouverture et au grand principe de l'OMC. Je vous signale, c'est un document qui est public, qu'on peut évidemment vous faire passer. Quand il s'agit du bilatéral, du plurilatéral ou du multilatéral, finalement, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est une refonte de l'OMC, mais sur des principes qui restent les mêmes, c'est-à-dire un principe d'ouverture, de multilatéralisme, avec des règles, avec un cadre qui permet de traiter les différends, et avec un objectif, une intention qui est de mettre tout le monde à égalité. C'est quand même ça qu'on cherche. Alors, on a peut-être vu des dérives de l'OMC, on a peut-être constaté qu'on n'était pas satisfait de l'ensemble. Donc il y a certainement à changer un certain nombre de règles, mais vous trouverez auprès des industriels européens une volonté de faire fonctionner un OMC New Look et de définir un OMC New Look beaucoup plus que de revenir à du bilatéral ou même à du plurilatéral. Ça, je réponds à votre question. J'ai parlé de la route de la soie et c'est vrai que les questions se posent en Europe de ces fonds de cohésion qui ne sont pas du tout de la cohésion, qui ne sont plus de la cohésion et qui font qu'on prend là où on trouve de l'argent et puis un jour on prend dans les fonds de cohésion et le lendemain on prend directement dans le portefeuille des Chinois. C'est vrai que cette situation est quand même assez difficile à accepter. Mais c'est plus une considération d'ordre construction européenne et politique que industrielle. On a peu la voix au chapitre. Sur le UK, oui, il existe effectivement de très grandes industries et énormément un niveau d'excellence dans certains domaines au Royaume-Uni. Pour être tout à fait honnête, s'il y a des fermetures d'usines, des transferts de production ailleurs, je suis persuadé que les Anglais recréeront d'autres choses et d'autres domaines d'excellence. Ça leur prendra peut-être 5 ans, 10 ans ou 15 ans, mais il faut respecter le Royaume-Uni. Il y a quand même un niveau d'éducation, une capacité à prendre des initiatives, une imagination, une créativité qui est pleine et entière. Donc mon sentiment, c'est qu'il serait mauvais de les sous-estimer. Et même si certains pans disparaissent, à mon avis, ils se recréeront et ils seraient un concurrent assez redoutable pour l'Europe. Vous pensez à du dumping, véritablement,
Vous avez lu bien évidemment le compte-rendu du séminaire des checkers du 6 juillet. Là, ils annoncent très clairement. Oui, alors quel est le positionnement, hein, quelle est la partie bluff? Parce que les Anglais sont quand même très forts pour, pour jouer sur... Ils sont très très bons négociateurs. Je pense qu'ils sont prêts à faire un certain nombre de choses, mais je pense qu'ils ont quand même aussi la conscience que tout seul, il leur faudra quand même plus de temps. Donc, il y aura certainement des secteurs où il y aura un peu de dumping, mais je pense qu'à moyen long terme, ils chercheront à plutôt recréer des poches d'excellence et ils y arriveront. Alors, on ne recrée pas une industrie aéronautique, par exemple. On fait les ailes d'Airbus en Angleterre. Bon, s'il faut tout réorganiser, c'est monstrueux, mais c'est pas impossible. Je veux dire, la technologie autour des ailes, c'est pas impossible. Si vous êtes dans les moteurs, créer un nouveau moteur, c'est 10 ans, hein, c'est 10-15 ans. Donc c'est pas très très simple. Donc, à mon avis, les Anglais trouveront les moyens de se repositionner assez vite dans leur domaine d'excellence en recréant, en faisant un peu de dumping, mais aussi en recréant des sous-secteurs dans lesquels ils seront très forts tout de suite. Ça, j'en ai absolument aucun doute. Alors, un mot sur la concurrence. Deux éléments factuels et puis une réflexion. Premier élément factuel, la Commission a été effectivement totalement hermétique aux arguments Siemens-Alstom. Bon. C'est dommage, c'est regrettable. Dans ces arguments, et c'est ça qui m'inquiète le plus, la commissaire a à plusieurs reprises fait état du fait que les autorités nationales de concurrence et un certain nombre de clients, donc de municipalités ou de régions dans les pays, s'étaient violemment opposés au deal parce qu'ils n'avaient que 2 fournisseurs et que passer à 1 était inacceptable. Ce qui, de façon implicite, signifie que une grande décision comme celle-là est prise essentiellement sur le fait que, en national, on regarde les parts de marché, on regarde qui fait quoi, et si ça n'est pas acceptable, on bloque. Donc c'est en fait une théorie, une doctrine de fragmentation, fondamentalement. On assume complètement la fragmentation. On dit que dans la région Aquitaine ou dans la région Île-de-France, il y a 2 fournisseurs, il n'y en aura plus qu'un, c'est inacceptable. On reçoit une lettre de la région ou d'un pays, et du coup on dit oui, c'est très important parce qu'ils ne sont pas d'accord. C'est donc, on ignore complètement la concurrence future ou la concurrence présente ailleurs, mais qui en fait va venir à un certain moment sur notre territoire. Et les arguments ont été forts. J'ai un deuxième exemple qui est beaucoup plus personnel, qui est dans notre secteur, une fusion qui s'est faite, qui a été autorisée à la fois par l'Europe et par les États-Unis, donc qui s'est réalisée dans une industrie très concentrée, qui est la nôtre, où le numéro 2 et le numéro 3 ont fusionné pour créer de toutes pièces un numéro 1. C'est quand même rarissime. Je n'y croyais pas. Et je me suis exprimé publiquement à plusieurs reprises en disant c'est pas possible. Et en fait, quelle a été la doctrine appliquée? Là, c'est très factuel. Les parts de marché dans chaque pays, la définition de marché pertinent dans chaque pays, donc la déclaration que les marchés étaient nationaux ou régionaux, mais pas continentaux et pas mondiaux. Et qu'est-ce qu'ont fait nos 2 concurrents? Ils ont systématiquement désinvesti une position ou l'autre dans chaque pays. Donc en France, c'est un des 2 qui a vendu, en Italie, c'est l'autre qui a été vendu, en Espagne, etc. Et donc ils ont recomposé, en fait, un leader mondial à partir de positions nationales. Donc ça veut dire que nous sommes toujours, en Europe, dans un système où fondamentalement, la concurrence est regardée de point de vue national. Et ça, c'est une faiblesse extrême de l'Europe. C'est même pas une question de création de champions européens, parce que ce mot irrite la Commission, c'est juste l'observation d'un fonctionnement de marché qui aujourd'hui n'est plus national, est au minimum européen, voire mondial. Donc nous avons un vrai problème de fond
qu'il faudra trouver un moyen d'adresser. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir travaillé avec les services de la Commission, avec la commissaire elle-même, qui a été beaucoup plus ouverte que ses prédécesseurs, je dois le reconnaître, et qui s'est assise à la table, et qui a été vraiment... mais qui n'a en fait pas encore été plus loin. Et son seul argument, parce que je vois que l'heure tourne, le seul argument qu'elle oppose in fine, c'est la mission qui m'a été fixée par les États membres. Si vous voulez changer ces règles, retournez voir les États membres et demandez-leur de changer les missions qui nous sont confiées. Donc on a un vrai sujet. Monsieur le Président, sur ce point précis, écoutez, au Sénat, nous n'avons pas une virgule à changer de vos propos, puisqu'il y a déjà 5 ans, nous avions tenu les mêmes. Le concept du marché pertinent était souvent appréhendé au niveau communautaire avec des déclinaisons nationales au travers des autorités nationales d'une façon qui n'avait plus lieu d'être, puisque, si vous voulez, ça avait été élaboré au lendemain du traité de Rome. Or, le monde a beaucoup changé et la Commission n'avait pas changé. Et je sais que on s'était heurté à l'époque vis-à-vis de M. Almunia. Mme Vestager n'a fait qu'appliquer effectivement les règles que les présidents du Conseil lui ont données. Donc, dans la refondation de l'Union, ça c'était un point précis. On ne peut pas, je dirais, évoluer dans le monde de demain avec les lunettes ou la lecture qu'on avait hier. Donc, j'imagine que les chefs d'entreprise doivent être absolument désolés devant le manque de vision ou de prospective des responsables politiques en charge de cette approche. Écoutez, je ne vois plus, Monsieur le Président, d'autres questions. Merci pour la grande clarté de vos propos, la vision qui est la vôtre. Et puis, je ne dis pas qu'on vous invitera une troisième fois, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à nous envoyer des messages, parce que nous essayons d'être complètement, je dirais, en phase et tournés vers la deuxième partie, la plus importante, à savoir la refondation de l'Union, parce qu'il faudra faire désormais, j'allais pas dire sans, mais différemment avec nos amis britanniques. Différemment. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. C'était l'audition au Sénat de Benoît Potier à la tête de l'association qui regroupe les 50 plus grandes entreprises européennes. Il était entendu sur les conséquences du Brexit pour l'économie et Benoît Potier a expliqué comment l'économie se préparait déjà à un divorce sans accord entre les Britanniques et les Européens et il a assuré que les entreprises européennes quittaient progressivement le Royaume-Uni pour se replier sur le continent. Le Brexit va représenter un choc pour certains secteurs qui exportent comme l'industrie pharmaceutique et le secteur de l'énergie. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.